Bonjour, nous sommes le dimanche 26 juin 2022 et aujourd'hui je vais tenter de répondre à la question: où en est aujourd'hui l'intelligence artificielle? Alors vous avez peut-être vu ça a un peu amusé les journaux, c'était quoi? Il y a une semaine, 10 jours, euh, il y a un chercheur chez Google qui travaille sur, voilà, sur des systèmes de dialogue avec la machine. Qui a prétendu, à Monsieur Lemoine, qui a dit que la machine avait atteint maintenant une conscience, voilà, qu'il était clair qu'elle avait une conscience, et il a même été question que cette IA prenne un avocat pour défendre son statut humain, réclame la personnalité juridique. Je n'ai pas réagi tout de suite. Si, j'ai réagi tout de suite, j'ai ri. Pourquoi est-ce que j'ai ri? Non pas que cette tâche ne soit pas intéressante, j'ai moi-même participé à, voilà, j'ai aidé à rédiger un texte pour faire un projet, pour obtenir un financement pour un projet dans ce sens-là. Mais c'est parce que je sais à partir de quoi parle ce monsieur. Je sais que les méthodes utilisées pour produire le système avec lequel il dialoguait, et qu'il a convaincu voilà, qu'il avait une conscience et qu'il était très très intelligent et qu'il fallait maintenant défendre ses droits. Je connais les méthodes qui sont utilisées pour produire le discours de cette machine, de cette intelligence artificielle. Et je sais que je suis personnellement convaincu que c'est pas sur cette voie-là, c'est pas là qu'on va trouver de la conscience. On peut trouver de la conscience et j'ai déjà travaillé sur cette question-là de manière indirecte et j'y travaille en ce moment. Euh, mais ce qui m'a fait rire, je savais qu'il cherchait midi à 14 heures. C'est un monsieur un peu mystique, sa compagnie l'a remis, l'a viré, si j'ai bien compris, parce il insistait un petit peu trop. Euh, Son enthousiasme était prématuré. Il a vu bon, une machine qui dialoguait avec lui, euh, qui, euh, qui lui répondait, mais d'une certaine manière, on n'avait pas fait dans ce système qu'il utilisait, on n'avait pas fait de progrès depuis que M. Feigenbaum, c'était quoi dans les années 70, avait une machine qui, quand on disait quand l'interlocuteur disait, racontait des trucs sur sa mère, la machine répondait mais parlez-moi aussi de votre père. Bon, voilà, c'est à ce niveau-là. C'est plus sophistiqué, mais c'est toujours dans la même voie. C'est-à-dire que maintenant, on vous dit, on a mis un trillion de mots, voilà, 1000 milliards de mots dans la machine, ou pas de mots parce qu'il n'y en a pas autant, mais de phrases qui ont été prononcées, de discours, etc. Et la machine produit un discours qui ne peut pas imaginer quoi que ce soit, puisqu'il joue sur des corrélations de textes qui lui ont été mis en boîte, qui ne lui ont pas été mis en boîte, il les a appris si vous voulez, mais c'est pas apprendre comme moi j'appelle apprendre quand je parle d'intelligence artificielle. Bon, alors, du coup, pas mal d'articles sur où en est l'IA. En fait, bon, les gens qui ont répondu un peu violemment à ce monsieur Lemoine, y compris ses employeurs, ont dit on est encore très loin d'arriver à faire des choses de cet ordre-là. D'ailleurs, et on a fait à ce moment-là la liste, une liste assez complète de choses qui apparaissent comme des goulets d'étranglement encore en IA. Bon. Mon sentiment, c'est que ces goulets d'étranglement n'en sont pas. Voilà. Et ça m'a conduit à relire ces jours-ci un livre que j'ai publié en 1989, en novembre 89. Le voici, oula, le voici sous sa forme actuelle. Principe des systèmes intelligents, aux éditions du Croquant. Ce n'est pas l'édition originelle. Pourquoi ce tableau de Paul Klee? Eh bien, parce qu'on m'avait présenté très aimablement un projet de couverture, et comme je savais que l'éditeur, voilà, la personne qui s'occupait de cette maison d'édition était tout particulièrement s'intéressait tout particulièrement à la peinture. Il avait fait des choix tout à fait intéressants de Hopper et
je ne sais plus, ça devait être un des Bruegel, de la famille Bruegel, pour un de mes livres, etc. Et j'ai dit, écoute, ce circuit imprimé que tu me proposes pour la couverture, je trouve qu'il ressemble tant à un tableau de clés. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas le tableau de clés à la place? Ce qu'on a fait. Donc ça, c'est la réédition de 2012. Donc 2012, 12 et 11, 23 ans plus tard, le livre a réapparu. Et on est 10 ans plus tard de la nouvelle édition. De quoi s'agissait-il? Il s'agit d'un livre où je décris le projet d'intelligence artificielle que je réalise à cette époque-là pour les British Telecom voilà, qui ont un projet d'intelligence artificielle qui s'appelle Connex et auquel on m'a demandé de participer. Et je sors tout à fait de la boîte, comme on dit, je sors complètement du cadre. Je dis, je vais prendre un modèle psychanalytique pour faire une machine intelligente. Ça ne surprenait pas la personne qui m'avait recruté, parce que c'est en m'entendant parler de ça à un colloque qu'il avait conduit à m'aborder et à me proposer de faire partie de son équipe naissante à Ipswich, au siège de British Telecom. Donc ce n'était pas une surprise pour lui. Non. Lui, il avait reconnu, M. Lingard avait reconnu qu'il y avait quelque chose qui l'intéressait. Il ne savait pas ce que ça pourrait donner. Ce n'était pas du tout dans la voie de l'IA de l'époque. Et ça ne l'est toujours pas. Ça ne l'est toujours pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il s'est passé que je me suis dit, un jour, on retrouvera la voie que j'ai annoncée parce que c'est la seule qui pourra marcher. On va continuer pendant des années à aller dans des voies de garage et un jour, on se retournera vers mon livre. Je m'étais dit que ce serait après ma mort. Voilà. Qu'on retrouverait ça après ma mort, que c'était pas mauvais qu'il y ait eu une deuxième édition, un nouveau tirage. Comme ça, quelqu'un un jour retrouverait ça. Il s'est fait que ça a été retrouvé alors que j'étais toujours en vie. C'est Luca Possati de l'université de Porto, au Portugal, qui a retrouvé le principe des systèmes intelligents. Il l'avait trouvé d'ailleurs avant que j'ai l'occasion de le rencontrer, lui, en tant que visiteur à l'Université catholique de Lille, et il a publié un livre où il y a un petit chapitre consacré à principe des systèmes intelligents. Ce qui a conduit les personnes de Eliflab à Milan de me contacter il y a à peu près 1 an et demi en me disant on avait préparé un projet et puis on apprend par Luca que vous êtes le pionnier dans ce domaine et on me dit des choses très aimables, on me dit on a ce sentiment d'étrange inquiétude, d'inquiétante étrangeté dont parle Freud, qu'en lisant votre livre, on s'aperçoit que voilà, les choses qu'on croyait inventer se trouvaient déjà là. Bon, ça a conduit du coup à ce qu'on fasse, eux, les gens de Eliflab et moi, un projet commun qu'on a présenté donc aux institutions européennes pour obtenir un financement. Et là, catastrophe à leurs yeux et rengaine aux miens, on s'est trouvé à voir notre projet jugé par des personnes qui appartiennent sans doute à l'intelligence artificielle, mais je dirais à 2 générations ou 3 générations avant celle dont nous parlons, qui est à l'avant-garde, qui est en dehors du cadre, qui est autre chose. Et là, j'ai eu la même surprise que quand j'ai vu le premier compte-rendu de mon livre « Comment la vérité et la réalité furent inventées », où j'avais passé 20 ans à faire l'archéologie de ces 2 notions qui nous paraissent tout à fait évidentes. Il nous paraît tout à fait évident que nous savons ce que c'est la vérité et la fausseté, encore qu'on commence à hésiter un peu ces jours-ci, et que nous savons ce que c'est la réalité objective. Voilà. Non, ce sont des notions qui sont nées dans notre culture. La gestation a été difficile. Ça a été des naissances au forceps, ça a été des grandes bagarres entre les sophistes et Platon, Aristote de l'autre côté, ça a été des bagarres au Moyen-Âge, des universités ont été fermées, on a pensé faire venir les troupes pontificales pour remettre de l'ordre pendant qu'on résolvait ces questions. Donc ça ne s'est pas fait. L'invention de la vérité et de la réalité ne sont pas des découvertes
ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais alors quand je vois le premier compte-rendu de ce livre, et qu'il y a une personne qui me dit mais de quoi ça parle, etc. Et je regarde et quelqu'un me dit regardez ce paragraphe-là dans son compte-rendu, et où cette personne dit mais pourquoi Jorion parle-t-il soudain de comptabilité? Et j'ouvre les yeux comme des soucoupes. Je suis sûr que le mot comptabilité n'apparaît pas nulle part dans ce livre, aussi peut-être s'il y a une allusion, je dirais, à la naissance de la banque moderne, peut-être dans une note en bas de page. Eh bien non, cette personne avait lu comptabilité, là où il était mis compatibilité. Voilà. Alors c'est un peu c'est l'idée qui m'est revenue quand j'ai vu les critiques de notre projet. Euh, je me suis dit, bon, il y a des gens qui sont prêts, la preuve, Possati, l'équipe de Milan, et puis il y a des gens qui sont encore, voilà. Et peut-être que c'est peut-être un truc que je dirais un petit peu constant, pour juger de la qualité des projets, des nouveaux projets, des projets innovants, on ne trouve peut-être pas nécessairement des gens innovants voilà, pour émettre un avis là-dessus. Ce qui s'est passé récemment avec ce monsieur voilà, qui dit qu'il a trouvé la conscience dans une machine, c'est que plusieurs articles ont donc été consacrés au fait que où est-ce que ça, voilà, quels sont ces goulets d'étranglement ou goulots d'étranglement, puisqu'on fait l'erreur, qu'est-ce qu'il faut encore résoudre? Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'était il y a plusieurs semaines, j'ai repris mon propre ouvrage. Voilà. Il y a des gens que ça épate là, l'idée que quelqu'un pourrait lire son propre livre, mais ceux qui ont écrit des livres et qui les relisent savent de quoi je parle. Il y a un, ça c'est, je dirais, c'est mon bagage freudien qui m'encourage à reconnaître les choses comme ça. Quand on écrit un livre, il y a la part que la conscience dirige et il y a toute la part de l'inconscient. Et dans la part de l'inconscient, comme ça vient d'un endroit qui n'est pas facilement accessible, quand on relit une partie qui a été écrite par l'inconscient, on la découvre peut-être. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas venue à la conscience encore. Et je parle, voilà, voilà, j'ai eu une conversation de ce style-là il n'y a pas trop longtemps avec Emmanuel Todd, et on comprend de quoi on parle. Et tout particulièrement dans ce livre, il y a un dernier chapitre dont j'avais gardé le souvenir. Je me suis dit, là, j'ai quand même peut-être mis un peu n'importe quoi, parce que je ne savais pas comment terminer. Voilà. Donc j'avais une sorte de remords à propos de ces derniers chapitres, en me disant, ça cale peut-être à cet endroit-là. Et je viens de le relire ce matin. Et c'est un phénomène comme celui que je viens de dire. Je vais le formuler de cette manière-là. Et les gens qui ne comprennent pas qu'on puisse apprendre quelque chose en lisant ses propres livres, bon, ils vont pousser des hauts cris. Je vais dire la chose suivante. Dans ce dernier chapitre, ma pensée dépassait ce que je savais. C'est-à-dire que c'était plus malin que moi à l'époque où je l'ai écrit. Voilà, là aussi, comment c'est possible? Eh bien non, si vous êtes un peu familier avec la psychanalyse, vous comprenez ça parfaitement. La pensée dépassée, les mots me sont venus, les citations, je parle de Sneed, je parle de Stegmuller, et en fait, j'appelle ce chapitre la signification de la phrase, et ça explique ce qu'est la signification de la phrase, même si je ne l'avais pas compris à l'époque, où j'avais l'impression que j'étais un petit peu à côté de la plaque. Eh bien, maintenant, je considère que non. Ce livre s'était clos sur lui-même de la manière dont il fallait. Résultat des courses, c'est la chose suivante. C'est que donc, faisant la liste de tout ce dont on nous dit que ce n'est pas encore résolu en intelligence artificielle, j'ai relu mon propre livre en disant, y a-t-il la solution à tous ces problèmes dans ce livre? Et c'est ça qui justifie que je fasse une vidéo ce matin. La réponse est oui. Il y a réponse à tout.
Bien sûr, c'est dans des degrés d'élaboration, je dirais plus ou moins, excusez-moi, avancés. Quand j'ai fait le projet Anella, qui a donc été celui que j'ai fait pour British Telecom, Associative Network with Emerging Logical and Learning Abilities, je le dis lentement en français, en traduction, réseau associatif aux propriétés émergentes de logique et d'apprentissage, eh bien, il y a là exactement tout ce qui manque dans l'IA actuelle, celle qui a été s'est faite uniquement à partir de techniques de deep learning en utilisant des réseaux neuronaux artificiels plus ou moins domestiqués. Parce que ce qu'il y a dans mon livre, c'est un réseau neuronal, mais si vous voulez, il est entièrement domestiqué. Il n'est pas du tout, il ne joue pas du tout sur les propriétés brutes, sur les effets non linéaires qu'on obtient, voilà, quand on utilise un perceptron, voilà, puisque c'est le nom de l'objet au départ. Quand on utilise ça, non. C'est un réseau neuronal. Il est compatible avec, on peut le déposer sur une carte qui serait celle des véritables connexions de neurones et on pourrait le mettre voilà, l'implémenter comme on dit en informatique, le réaliser de cette manière-là. Et donc j'ai le sentiment non seulement que M. Luca Possati avait fait une bonne chose en ressuscitant mon projet, que l'équipe de l'IFLAP à Milan avait bien vu que voilà le potentiel que cela a maintenant. Pourquoi est-ce que c'est différent maintenant qu'en 1989, 87 à 89 quand j'ai fait ce truc? C'est parce que c'est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite, parce qu'il y a des tas de librairies. Comment on appelle ça? Non, c'est de l'anglais. Beaucoup de bibliothèques voilà, en programmation. Il y a des modules ici et là. On peut connecter à des API en français, des bibliothèques où on va simplement rechercher un livre sans se préoccuper même de comment la bibliothèque est organisée. Quand je devais faire un graphe quand je vais faire une représentation en 3 dimensions du graphe que la machine avait produite comme étant sa mémoire, Anella, je faisais partiellement à la main parce qu'il aurait fallu produire tout un logiciel de représentation en 3D d'un réseau et ça n'existait pas, en tout cas c'était pas facile à trouver, il y a peut-être quelqu'un quelque part qui avait fait ça, mais les communications n'étaient pas ce qu'elles sont maintenant. Maintenant, on regarde, allez, on trouve ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de le faire maintenant. Ce qui manquait, il manquait non seulement l'accès à des bibliothèques, à des modules auxquels il a dû préfabriquer, auxquels on peut simplement se rattacher, et la puissance des machines n'était pas là. Et la puissance des machines n'était pas là. Ce que je demandais n'était pas extraordinaire, mais il fallait déjà, à l'époque, il fallait attendre un peu quand c'était quand Aléla n'avait que disons une centaine de mots à sa disposition, il ne fallait pas attendre. Mais dès qu'il y avait un problème de scalabilité, qu'on dit maintenant, scalability, un problème d'échelle, c'est-à-dire que dès qu'on passait à des choses plus réalistes, comme avoir 30 000 mots, ça commençait à ramer. C'est plus le cas. Le hardware le software, les logiciels autour permettent de faire ça beaucoup plus rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? Manuel Guérin et moi? On s'est dit, on va le faire nous-mêmes. Voilà. On va faire des choses. Ça coûte au départ, ça coûte relativement pas cher. On peut le faire avec nos propres moyens, de lancer la machine. On va montrer ça à des gens, on va montrer des choses qui vont les convaincre. Il y aura l'effet wow tout de suite, parce que l'effet wow, il était déjà dans Anella avec 500 lignes de code. Les gens disaient, comment est-ce possible qu'un truc comme ça? C'est pas possible, on me disait, qu'avec 500 lignes de code, ce machin paraisse aussi intelligent. Oui, mais ce machin paraissait aussi intelligent parce qu'il avait une histoire, parce qu'il s'intéressait du coup à certaines choses que l'interlocuteur lui disait et s'en désintéressait de l'autre. Il ne se répétait jamais. Il avait compris que si on lui avait posé une question et qu'il avait donné quelque chose et qu'on reposait la même question, il savait que la première réponse n'était pas la bonne. Et la fois suivante, quand il reparlait avec cet interlocuteur, il avait constitué avec cet interlocuteur un savoir partagé.
Et l'interlocuteur dit, il est tellement intelligent d'avoir un savoir partagé. Bon. Et c'est le problème qu'on a maintenant, c'est que non seulement les gens qui produisent de l'IA, mais aussi les utilisateurs ne comprennent pas de quoi il s'agit. Ou bien on fait une machine qui est comme un être humain, et cette machine aura une histoire, et il se fera que certaines de ces machines qui auront une histoire seront des racistes, et l'interlocuteur ne tombera pas de sa chaise en disant «Ah, regardez, regardez, il a dit quelque chose de raciste, etc. Une intelligence artificielle qui a dit quelque chose de raciste.» Mais oui, c'est parce qu'on a essayé de faire comme un humain. Et figurez-vous, hein, tout le monde n'est pas comme vous, qui, bien entendu, n'avait aucune prédisposition de ce côté. Et donc, les gens qui, de nos jours, bon, sont des interlocuteurs de choses qu'on organise comme ça, ce n'est pas les bonnes méthodes, hein, je vous dis. Et comme on répète que des choses, finalement, recomposées ou pas, que des choses qui ont déjà été dites, mais c'est quand même toujours de l'existant. Et donc, ouais, il est possible qu'une instance dans un de ces systèmes, que les règles de son politiquement correct ne soient pas exactement les mêmes que vous. L'utilisateur veut une IA aussi intelligente, aussi belle, aussi morale que l'utilisateur. Bon. Et si on ne l'offre pas ça, il se met à pousser des cris de putois. Il ne se rend pas compte que si on essaye de reproduire de l'humain, on va reproduire de l'humain avec tous ces travers. Donc, on a compris ce que ces gens-là veulent, c'est du complètement aseptisé, c'est du truc où quel que soit le dictionnaire de règles de politiquement correct qu'on puisse inventer, l'IA ne déborde jamais du chemin, se trouve jamais en dehors de ça, elle dira jamais. En fait, offrira toujours le portrait à tout utilisateur, son portrait confirmera exactement les idées qui sont les siennes. Ce qu'on recherche, bien entendu, sur les réseaux sociaux, on ne veut pas les mettre à un endroit où tout ce qu'on trouve vous énerve. Mais il faut savoir ça, que même quand on fait AlphaGo qui va gagner contre tous les grands joueurs de Go. Bon. Alors, nous, les profanes, on se dit, ils ont inventé une machine qui s'appelle AlphaGo, et puis cette machine va jouer, c'est un Terminator, il va jouer contre les gens, il va gagner au Go. Mais non, c'est pas comme ça qu'ils ont fait. D'abord, ils ont fait jouer des AlphaGo entre eux, mais il y en avait qui devenaient bons et d'autres qui restaient pas terribles. Puis ils ont fait des AlphaGo qui ont appris uniquement en jouant avec eux-mêmes. Mais encore là, tous ces AlphaGo ont une histoire personnelle. Ils ont appris dans un ordre particulier. Et ça fait une différence. Alors, quand on fait le grand tournoi contre les joueurs humains, on ne prend pas un AlphaGo comme ça qu'on est allé chercher dans le placard et on le met en... Non, on prend le meilleur qu'on a. On prend le meilleur qu'on a. Et est-ce que celui-là, il ne sera pas un peu plus raciste que le moins bon? Mais ça n'a pas d'importance qu'il soit un peu plus raciste, puisqu'on joue au Go. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez l'image que je fais? Si vous jouez contre un type, vous jouez au tennis, bon, jouer avec un très bon joueur, ça vous fait plaisir. Bon, après vous jouez avec un nul et on perd vraiment son temps parce que voilà, du coup on joue mal aussi parce qu'on joue avec un nul. Il se fait que celui qui joue bien, il a des opinions politiques abominables, c'est vraiment une ordure ce gars quand il sort du terrain de tennis. Celui qui gâche la partie parce que il est vraiment en dessous de tout, il a les opinions politiques exactement comme les vôtres. Il pense surtout de la même manière. Mais on joue au tennis. C'est autre chose. On s'en fout du reste à ce moment-là. Il faudrait que, dans l'attitude des gens vis-à-vis des IA, on tienne compte de ça. Alors, moi j'ai compris ça. Alors, mes années-là, individuelles, elles auront des personnalités individuelles, puisqu'elles apprennent les choses dans un certain ordre. Et comme j'ai expliqué dans le livre, une année-là qui aurait d'abord appris à devenir médecin et qui aurait appris à devenir ingénieur après, et une qui serait devenue d'abord ingénieur et après médecin, si leur pose des questions d'ingénierie après de médecine, elles n'auront pas la même réponse, parce que ce sera inscrit à des endroits différents, parce que ce sera construit à partir de modèles qui étaient déjà un peu différents les uns des autres. Ça, il faut le savoir. Mais bon, si on veut produire une machine qui est consciente d'elle-même et qui répond aux besoins de tous les utilisateurs, on sait très bien, manuellement, on sait très bien, et François qui fait de la programmation pendant ce temps-là en arrière-plan,
On sait très bien ce qu'on va faire. On va faire nos machines qui ont une histoire. Et comme on a un modèle freudien, ça ne nous dérange pas du tout, nous, on va leur donner un surmoi. Et le surmoi, qu'est-ce que c'est? Le surmoi, c'est le social intériorisé de Durkheim. C'est cette instance avec tous les droits et devoirs que nous ont donnés nos parents, les maîtres d'école, les parents, les grands-parents, toute la culture autour de nous. C'est le système qui filtre, qui fait que tout ce qui sort de l'inconscient n'est pas bon à dire, toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà. Et ça, on le sait. Et donc, quand on aura voilà, des clients qui nous diront il ne faut surtout pas qu'il y ait le moindre dérapage par ceci ou par cela, on le mettra, voilà, parce que ça, c'est facile, ça. Ça, c'est pas une question, je dirais, d'auto-organisation. S'il y a une règle qui dit on peut pas dire, on peut pas dire des choses qui supposent une inégalité fondamentale entre les hommes et les femmes. Bon, si la machine vient avec un truc qui passe pas le test, ah bah, alors ça, on ne le verra pas en sortie. Voilà. Et ça, cette approche-là, c'est ce qu'on appelait, on appelait des systèmes experts. Et ça existe depuis très longtemps et je suis sûr que ça s'est perfectionné depuis. Donc, voilà. Qu'est-ce qui nous a conduit à créer cette compagnie? C'était le soupçon que j'avais que quand je relirais ça, et je l'ai relu maintenant de bout en bout, et c'est plein de rouge et de vert et de trucs, j'aurais le sentiment. C'est un test que je faisais. Est-ce qu'il y a certains de ces goulets d'étranglement qui se trouvent encore dans mon bouquin, que mon bouquin n'a pas résolu? Voilà. Alors vous me direz, mais maintenant, personne n'a besoin de votre société Pribor, puisque tout ça est dans le bouquin, il suffit d'acheter le bouquin et on peut faire exactement la même chose que vous. Oui, mais mon expérience qui fait que les gens ne comprennent rien à ce que je raconte me rassure sur ce plan-là. Ils auront besoin de mon explication. Ils auront besoin. Encore pas tout à fait. Parce que par exemple, il y a une méthode, voilà, une méthode de résolution des problèmes par descente de gradient. Et là, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a attiré mon attention là-dessus, qui avait lu mon livre et qui connaît les travaux de Yann LeCun. Quand c'est sorti il y a quelques mois dans une présentation de Yann LeCun, qu'il avait utilisé cette méthode de gradient qu'à ma connaissance et à la connaissance de mon lecteur, on n'avait jamais vu nulle part, ce lecteur m'a dit tout de suite « regardez, il est en train de mettre en œuvre Anela ». Bien. Et oui, bien sûr, bien entendu, mais ce livre est disponible depuis 1989, mais le fait est que, à part Luca Possati dire ça existe, c'était une bonne idée, personne n'a encore rien tiré. Alors si tout le monde maintenant se dit que c'est une bonne idée, eh bien, il y aura la société Pribor qui sera là aussi et à laquelle on pourra s'adresser. Bien entendu, on aura le choix d'acheter le bouquin et d'essayer de bricoler ça de son côté sans me demander mes conseils, mais au moins nous serons en train de le faire et si on veut, on pourra nous demander exactement qu'est-ce que ça veut dire exactement quand vous dites ceci ou quand vous dites cela. Voilà. Voilà mon petit point sur l'avenir de l'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est calé à de nombreux endroits, mais c'est pas qu'on ne connaisse pas ce qu'il faut faire. Et en particulier, il y a un livre où on vous donne la solution, à mon avis, de la quasi-totalité, en tout cas de ce que j'ai pu voir, de la totalité des problèmes qui se posent encore. C'est simplement qu'il faudrait que ces gens prennent l'habitude de penser hors du cadre, out of the box, et que quand ils voient ce qui se passe qu'on leur propose en dehors du cadre, ils ne se grattent pas le crâne et ne lisent le mot comme étant comptabilité alors qu'il est écrit compatibilité. C'est ça le problème quand on lit, je dirais, mon livre sans éventuellement, je dirais, un peu d'explication de moi, c'est qu'on va lire dans un mot, on va lire autre chose que ce qui est écrit. Voilà. Bon, c'est très excitant, ça prend beaucoup de mon temps. Et bien entendu, ça explique un peu pourquoi. Quand on me dit vous faites surtout des vidéos en ce moment, oui, je fais surtout des vidéos parce que ça va plus vite que d'écrire de longs textes. Et pourquoi? Mais c'est parce que je suis en train d'écrire des longs textes, mais ce sont des spécifications, des cahiers de charges pour la manière dont on veut avancer avec Pribor. Alors Pribor. Pourquoi Pribor? C'est un petit air, voilà, c'est un petit air, je dirais, des années 50 comme nom d'une société.
Et en fait, c'est Manuel qui a trouvé ça. Pribor, c'est le nom actuel de la ville où est né Sigmund Freud. Ça s'appelait autrement, ça avait un nom allemand. À l'époque, lui est né dans un pays qui était l'Autriche. Aujourd'hui, la ville de Pribor est en Tchéquie, mais ça nous a paru amusant d'appeler, voilà, de donner un nom à la fois qui avait un petit air voilà, de science des années 50, mais qui en réalité est le nom de la ville de naissance de Sigmund Freud. Euh, je ne crois pas que ce sera la dernière fois que je parlerai de ce genre de sujet. L'actualité, malheureusement, m'oblige à parler de choses autrement plus sinistres. Mais bon, j'essaie quand même de placer ici et là mon plan C étant, comme vous le savez, euh, j'en parle en particulier dans ce livre sur le transhumanisme et le posthumanisme, mon plan C étant d'être prêt au moins au fait qu'il y ait des machines intelligentes à une époque où peut-être que la manière dont nous sommes conçus, voilà, en silicium, à base silicium et carbone, que ce ne soit pas assez résistant pour l'environnement qui se sera développé dehors. Allez, à bientôt.